Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, toutes nos excuses si on a dû faire une petite interruption d'une petite semaine suite à un gros coup de fatigue. Bon, Hachem, tout est rentré dans l'ordre. Merci pour ceux qui ont prié pour nous. Donc, avant toute chose, voilà, on hésite à reprendre le chiour ce soir. Et mon fils m'a dit, papa, c'est dommage, il faut préparer ton chiour. Tu donnais 2 chiourines par semaine, et là maintenant tu as arrêté totalement, c'est dommage. Alors voilà, par le Kohar de nos enfants, on est revenu vers vous. On va encore dédier ces quelques mots ce soir pour la Refoua Shema de Liora, Michal Bat Chaya Simcha Linda, Maya Ruth Bat Sarah Salomé, Rabbi Mianissim Ben Rachel, Orly Bat Alice Aisha, Rabbi David Ben Esther, Michael Ben Esther, Daniel Chaim Ben Orly, Daniel Rivka Bat Alice Aisha, Yehudit Bat Daniel Rivka, Luna Bat Rivka, l'enfant Eliezer Shimon Chai Ben Bat Sheva, Avraham Ben Rachel, Gabriel Ben Esther, et Bezrat Hashem, une bonne délivrance pour Ora Luna Rachel Bat Sarah. On va avoir des deux petites idées très intéressantes sur. On est toujours dans le Yann de Purim depuis quelques jours maintenant, et au Hashem, on est en train de se préparer. On a beau dire c'est pas Inyané des Yoma, on va voir qu'il y a beaucoup de Inyanim, Minashamaim, pour nous préparer à la fête de Purim. Vous allez voir qu'avec ces petites questions qu'on ramène, on va vivre Purim très différemment cette année. La première question, donc, c'est sur Megillat Esther, donc dans la Masechet Megillah. Dans le Daf Yudbet, il est ramené tout en bas, on réfléchit sur le nom de Mordechai. Comment c'est marqué dans la très intéressant dans la Megillah, vous allez voir, c'est un grand kiff. Pourquoi donc il porte ce nom? Ish Yemini, Ish Yehudi. Donc on explique comme ça, Anagaris de Mithialin Mordechai de Lokatle David, les Shimi Ben Gera. Donc on voit que voilà, excusez-moi, je recherchais, voilà, c'est j'ai retrouvé, mais excusez-moi, c'était un petit peu plus haut. Al-Shemo Nikra Ben Yair, donc on dit il a plusieurs noms, Mordechai, Veazil Ad Binyamin, Ishemini, donc Maïkamar, donc d'où vient ce nom Ishemini? On dit est-ce que c'est par rapport à son Ichus? Ça veut dire c'est son ascendance. Veazil Ad Binyamin. Et là, Maïshana Aitana Kulan Al-Shemo Nikra Ben Yair. Donc, il a trois appellations, Ben Ishemini, Isheudi et Ben Yair. C'est quoi Ben Yair? On dit, bon, ça paraît logique. Ben Yair, Sheir, Enehem, Shel Israël. Il a donc éclairé les yeux du peuple d'Israël, Betfilato. Ben Shimai, Ben Sheshama El Tefilato. Ça, c'est une première explication qu'on voit, très simple. Hein. Yair, donc, parce qu'il a éclairé donc, les yeux du peuple d'Israël. Ben Shimai, parce qu'il a écouté donc, les tfilotes, comme vous allez voir le tzaddik. Donc, Ben Sheshama El Tefilato, que le clan Israël, donc, il a écouté sa tfila. Donc, et que Hachem aussi donc, a écouté la tfila de Mordechai, on peut voir à plusieurs niveaux. Et Ben Kish et Ikish al Sha'ari Rachamim. Ikish, il s'est rapproché donc de la porte de la Rachamim, Niftachulo. D'accord, il a demandé que les portes de la Rachmanot s'ouvrent. Et Baruch Hashem, quand le tzaddik qui prie, on a vu ce qui s'est passé après. Les portes se sont ouvertes. Donc après, on dit carré. Maintenant, ça c'est une première explication qu'on voit. Et après, on l'appelle aussi Yehudi. Alma mi Yehuda kate. Donc, et c'est là-dessus qu'on va un petit peu plus détailler. On dit parce que il descend de la tribu de Yehuda. Et Yemini, pourquoi? Parce qu'il descend de la tribu de Binyamin. Ah, alors, tribu de Yehuda ou tribu de Binyamin? Il faudrait savoir. Amar Rav Nachman, Mordechai, Mukhtar Beni Moussé, et Amar Rava Bar Bachana, Amar Rabbi Yeshua Ben Levi. Alors voilà, on explique. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes impatient, ne vous en faites pas, je vous donne la réponse tout de suite. Comme on dit à chaque fois dans notre petite dracha, c'est plus une réflexion, s'adresse à des gens qui réfléchissent beaucoup, et après chacun fait son travail. On amène juste la base.
Donc, on nous répond, voilà, là c'est là-bas c'est quoi? C'est de dire que, comme nous dit le Ribal, Rabbi Yehoshua ben Levi, on dit que son papa était de la tribu de Binyamin et sa maman de la tribu de Yehuda. D'accord? Vera Banan, Amre, Mishpachot, Midgarot, Zo, Bazo. Mishpacha Yehuda, Omeret, Anna, Garim, des Mityen Mordechai, des Lokatle David. Alors voilà, donc là, hein, en réalité, Keilou, et c'est là le sujet auquel on veut venir, c'est pour ça qu'on fait l'Agmara un peu rapidement. On va dire, il y a eu deux problèmes. Donc d'un côté, on explique par sa maman, on dit que Mordechai venait de la tribu d'Yehuda, Ish Yehudi, et par son père, on dit qu'il était de la tribu de Binyamin. Et alors, on vient demander en réalité quel est le problème. Pourquoi on cite ces deux noms? Parce que quand on rappelle donc la tribu d'Yehuda, qui est sortie de Yehuda, c'est David. Donc, et on dit Ma Asali Yehuda. Pourquoi on cite ce nom-là? Parce que Yehuda des Lokatlé David, David donc qui est de la tribu de Yehuda, comme tout le monde le sait, il n'a pas tué Shimei. Ah, on va voir qui c'est ce Shimei. Et ensuite on dit pourquoi on vient citer la tribu dont est sorti, on va dire, après Mordechai. Et pourquoi Yémini? Parce que de Yémini est sorti, donc de Binyamin est sorti Shaoul, qui n'a pas tué Agag. Voilà. Et Agag, de qui est sorti Agag? Là c'est très clair, c'était Amalek, Aracha, comme nous dit la Gemara, Aman, pardon. Deitzielile, Aman. Donc on voit qu'il y a deux voies. Il y a les deux extrémités. D'un côté, on nous parle donc de la tribu de Yehuda. On nous dit Yehuda, et de lui est sorti David. Et David aurait dû tuer Shimi ben Gera. D'accord? Et Shimi ben Gera va amener ensuite Mordechai. Alors il faudrait savoir de quoi on parle. C'est quand même très différent. D'un côté, effectivement, là c'est un tzaddik amour qui est sorti. En fin de compte, c'est Mordechai. Quand on vient parler de David qui aurait dû tuer Shimi ben Gera. Qui était ce Shimi ben Gera? On dit que quand David a été en problème par rapport à la menace de Avshalom, son royaume était un peu menacé, était en situation de faiblesse, et bon, on dit que ce Shimi ben Gera est venu manquer de respect à David, et on lui a reproché. Pourquoi? Parce que crime de lèse-majesté, il n'avait pas le droit de manquer de respect. Donc on a dit que quand David a retrouvé après toute sa royauté, eh ben, il aurait dû le tuer. Et David, dans sa grande mansuétude, il n'a pas voulu le tuer. Il a dit non, on va le préserver, c'est bon. Keilou, on résume l'histoire. Keilou, il était mévater. Voilà, donc à quoi on va en arriver à ça? L'histoire, elle est comme ça. On va ramener d'autres petites anecdotes par rapport à ça. C'est que Mordechai, on vient dire pareil. Donc on dit que David aurait dû tuer Shimi ben Gera, ça on a compris. Mais par la suite, donc va sortir de Shimi ben Gera, va sortir Mordechai. Ça va être un descendant. Donc, et on dit, bah oui, regarde, en réalité, non seulement qui est sorti de ce Shimi ben Gera, et ben on dit Mordechai. Et Mordechai, et ben il a été un danger pour les Bnei Israël. Pourquoi? Vous voyez, donc là, on va vraiment voir mieux la Megillah cette année, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Et ben il n'a pas pu se prosterner. Quand Haman est venu, il aurait dû réfléchir les responsabilités qu'il avait. De deux choses l'une, Pikuach Nefesh, je suis devant le rachat qui me demande de prosterner. Soit je m'écrase, il n'y a rien de si grave que ça, je me prosterne et je sauve le peuple. Non. Ou alors l'ifne Mishua Tadin, je tiens tête au rachat. Mais d'un autre côté, c'est bien joli, mais quand l'acte ne concerne que moi, peut-être que là, il n'y a pas de problème. Je peux faire ce que je veux. Et il va me mettre un bon coup de sabre dans la tête et c'est terminé. Mais là, c'est même pas ça. C'est beaucoup plus grave. C'est que dans mon acte, eh ben, je perce un trou dans le bateau où se trouvent tous les juifs. Alors je peux dire, oui, mais c'est la chambre où je suis dans le bateau, je fais ce que je veux. Si je veux percer le sol, j'ai loué cette chambre du bateau pour le voyage, je fais ce que je veux. Mais non, mon ami. Quand l'Israël a Revim Zelazé, il y avait un digne de Haribut, tu n'avais pas le droit de faire ça. Donc les Bnei Israël ont dit, tu vois, David, il a préservé Shimi ben Gera,
Et on a vu ce qui est sorti de Shimon Ben Gera. Donc tu vois qu'en fin de compte, au jour le jour, et on aurait dû le tuer. Et voilà les conséquences, est sorti Mordechai. Donc ça c'est une manière de voir qui va être totalement tronquée, puisque en réalité on a vu ce qui s'est passé par la suite avec Mordechai. Effectivement, les Bnei Israël, il y a deux possibilités. Voilà, quelle est la leçon qu'on va tirer de ce qu'on a vu ici en une dizaine de minutes. Après chacun pourrait y réfléchir. Soit on juge au jour le jour ce qui nous arrive, d'accord, sans aucun recul, comme un cheval avec des œillères, d'accord, sans essayer d'avoir une vue un peu plus panoramique, comme disent les dentistes. Revenons-en. Non, pas une vue panoramique, sans avoir une vue panoramique, elle on se plante. Parce qu'on a dit, regarde, au jour le jour, tu vois ce qui s'est passé avec chez Ben Gera, bah, Mordechai qui sort, et Mordechai, c'est un rachat. À cause de lui, les Bnei Israël, ils ont été mis en faiblesse. Ou alors non, t'oublies quelque chose. Ça, c'était la vision première, qui est fausse. Mais la vision qu'il fallait avoir, c'est laquelle? Elle est tout autre. C'est que dès que les Juifs ont reconnu la place de Mordechai, ils ont été modés. Yehuda, Oda'a, ils ont eu une reconnaissance de la place de Mordechai, et ben ils ont fait tchouva. Et qu'est-ce qui s'est passé subitement? Et ben la xéra qui avait été décrétée sur les Bnei Israël, elle a été annulée. Voilà ce qui s'est passé. Le Rav Dessler, entre autres, il ramène dans un de ses sfarim, il explique qu'il y avait eu un grand élan pour freiner la Aliyah avant la guerre vers Israël. Apparemment, on craignait que le peuple soit détruit et que la terre d'Israël, donc pareil, avec tout l'anéantissement des Juifs dans toute l'Europe et un peu partout, et ben que les Juifs en Israël seraient en danger. Et on oubliait qui est-ce qui gérait tout ça, là-haut, la position d'Eretz Israël, le centre névralgique des Juifs, pour toujours. Et on a vu comment Israël, quand les Arabes sont arrivés, donc quand les Allemands sont arrivés à la frontière arabe en Afrique du Nord, et ben quand d'un seul coup tout s'est arrêté, Israël a été sauvé miraculeusement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois on peut avoir une vision au jour le jour. Non, il y a une guerre, là aujourd'hui on voit que c'est dangereux pour tout le monde, il ne faut pas aller en Israël. Les Allemands vont bien sûr, en passant par l'Afrique du Nord, vont venir anéantir Israël, et on voit que ça ne s'est pas passé. C'est-à-dire, des fois on veut calculer logique, mais il n'y a pas de logique. Pareil, ce qui s'est passé avec Mordechai, on ne peut pas dire, voilà, regarde ce type-là, je regarde aujourd'hui, il est dangereux, il ne se prosterne pas, c'est un type dangereux, à cause du on va mourir, non, ne t'inquiète pas. Il y a le projet d'Hachem, et si tout a été fait dans une direction, la clé qu'on peut retenir de ça, dans une direction, les Shem Shamaï, même si ça met du temps à se révéler, eh ben, ne t'inquiète pas, ça va se révéler. Il y a eu un déclic. Ça, c'est le premier point. Donc, on retient bien, très 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 intéressant dans la Megillah. Donc, si vous voulez le voir sur place, Daf Yud Bet, Amud Bet, Sechet Megillah. Comprendre donc qu'on peut avoir une vision très tronquée, très limitée des choses et se planter. Excusez-moi le terme. C'est ce qui aurait pu arriver avec Mordechai. Si on le voyait au jour le jour, il ne s'est pas prosterné. Voilà ce que ça a donné. Il venait de Shimi Ben Gera qui a manqué de respect. Tu vois, je t'avais dit que ce mec est dangereux. Voilà ce qui est sorti de lui. Non. Essaye d'avoir comme Mordechai une vision plus globale des choses. Ne t'inquiète pas. Il a été envoyé par Hachem. Et encore une fois, je me rappelle quand on était à Épinay-sur-Seine, le Rav Eman nous disait toujours, on voit la Megillah, on la lit comme ça en 40 minutes à la choule, mais on oublie une chose, c'est que l'histoire, elle se déroule sur 9 ans. Et quand on voit le Gilgoul des choses, 9 ans du règne de Achashverosh, et ben c'est uniquement quand on voit comment tout s'est enchaîné. On a l'impression que c'est des coïncidences, et on voit comment on est arrivé donc à la Géoula pour les Bnei Israël, d'où ils arrivaient. Ça veut dire, c'est vraiment la clé qu'on doit retenir, je pense, de la Megillah. Quel impact pour nous au quotidien? Comprendre que les Bnei Israël, on doit avant tout, c'est quoi la Emouna? C'est quoi la clé du Ben Israël? Ish Yemini, c'est quoi la Emouna? La droiture, Binyamin, Yedid Nefesh, quand on dit, quand on vient dire, il vient aussi de Yedid Hashem, pardon, quand on vient dire que il a deux ascendances, Mordechai, Ish Yehudi, on a compris,
Et Ishemini, c'est quoi? Ishemini, la droiture. C'est quoi? Yedid Hachem, le bien-aimé d'Hachem. C'est qui Binyamin? Binyamin, c'est le descendant, c'est l'enfant de Rachel. Rachel, c'est la droiture, celle qui ne fait pas de compromis. Elle s'inquiète pour sa sœur Léa, elle lui donne les simanim. Elle sait qu'elle aurait dû se laver les mains. Elle aurait pu passer tranquillement, non. Elle donne les simanim à Léa, car Léa, elle a peur maintenant, elle sait qu'elle doit partir avec Esav, c'est la logique, la grande avec le grand, la petite avec le petit. Ce qu'a dit Lavan, donc à Yaakov. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donné les simanim à Léa, Yaakov s'est marié avec Léa, et alors que Léa devait aller avec Esav normalement. Voilà, donc ça, c'est l'attitude du juif. Très très difficile, on en parle en quelques mots, mais c'est ça qu'on doit apprendre d'ici. Le juif, il est Yachar, Ish Yemini, il a la Emouna, il a confiance dans ce que lui dit Hachem, il n'a pas d'inquiétude. Il y a un projet, il y a un tornit, il y a un but à atteindre. Ça peut être très long à se révéler, la Géoula peut être long à venir, on peut être dans le rocher, mais t'inquiète pas, Hachem il ne s'est pas trompé. Ça c'est le premier point sur lequel je voulais vous amener à réfléchir. Je recherche juste le deuxième point. Oui, donc je vais vous parler très intéressant. Là, c'est une petite anecdote, on va dire entre guillemets. Là, c'est plus de la. Là, ce qu'on vient de faire, c'était. Il y a de la shkafa, de la pensée. Maintenant, c'est plus de la loi, de la halacha. Une question très très simple. On va la faire rapidement. Vous savez, je vous fais un très très grand concentré de ce qu'on étudie dans la Gemara chaque jour. Mais vous pouvez prendre peut-être le temps, si ça vous intéresse, de noter un petit peu tout ça, d'y réfléchir. Et après de voir donc les sources, les mécorotes dans la Gemara, parce qu'il y a beaucoup à puiser. Je vous ai fait un tamsit, un concentré, mais il y a beaucoup à puiser là-dessus. Le deuxième point, très rapidement, je ne veux pas trop abuser de votre temps. Je sais que des fois vous écoutez chacun ce chiot pendant vos activités dans la journée, et ne pas trop, que vous puissiez aller jusqu'au bout des choses, ne pas trop abuser de votre temps précieux. Le deuxième point, donc, sur lequel on va discuter, qui n'a absolument rien à voir, c'est donc sur toujours Purim, bien sûr, mais plus tellement sur la Haggadah de Purim, mais sur la halacha du jour de Purim. Chaya vinish levasume ad eluada ben aro mordechai aro rama le baruch mordechai. On doit se saouler à Purim jusqu'à ce qu'on confonde entre Baruch Mordechai et Aro Raman. On veut venir à tout mélanger. La question qu'on se pose au niveau de la halacha, une personne, le jour de Purim, qui va être un petit peu trop éméché, on en a tous vu autour de nous, et qui va casser des choses. Dans son ébriété, il ne contrôle plus ses actes. Est-ce qu'il doit rembourser ce qu'il a fait? Ça veut dire, il va se réveiller le lendemain, après avoir cuvé, donc la gueule de bois, comme on dit. Et ouais, tu sais ce que tu as fait hier? Et ben, on était invité chez un tel, et tu as fait tomber ses verres en cristal, et tu as tout cassé chez lui. Ah bon, moi j'ai fait ça? Alors est-ce qu'on doit le condamner, celui-là? D'un côté, on va dire, c'est Purim, il n'est pas maître de ses actes, c'est un pauvre type. Ou alors, on va dire non, Adam, Morad et Olam. On dit qu'un homme, normalement, même quand il dort, si il s'étale, il s'étire comme ça, il va casser quelque chose en s'étirant. Adam, Morad et Olam. Ben Ben Yashan, réveillé ou endormi. Ben Shogeg, involontaire. Ben Mézid, Ben volontaire. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre d'ici? Le Yesod, il est comme ça. On explique on ramène plusieurs cas, notamment dans la halacha. On dit il y a deux niveaux. Il y a au niveau du Chiyuv Mita, on vient dire que il est inconscient. Il n'a pas l'intention de quelqu'un qui viendrait tuer dans un état d'inconscience, on ne peut pas le condamner. S'il n'est pas conscient de son acte, ça on le voit Melechet Marchevet Asra Torah, on le voit dans Shabbat. Une personne, elle est rendue responsable dans Shabbat. Quelqu'un, il s'étire, et en s'étirant, il allume la lumière. On dit, ça s'appelle mitrasek. Il est totalement à côté de la plaque. Il n'est même pas involontaire, il ne sait pas ce qu'il a fait. Donc on dit quelqu'un qui tuerait inconsciemment, lui on ne peut pas le rendre chayav mita, on ne peut pas le condamner. Par contre, quelqu'un qui ferait un ézek, qui ferait un préjudice involontairement, la Gemara Eruvin nous dit que là il doit payer. D'accord? Parce que, Keilou, malgré tout, on appelle ça une négligence, une pshira. Donc il doit quand même payer, même s'il est inconscient, il doit quand même payer. Et d'un autre côté,
D'un autre côté, on dit qu'à Purim, non, il ne paye rien du tout. Ça, c'est la halakha qui nous ramène comme ça le Shulchan Aruch. Alors, il faudrait savoir comment on va raisonner. Est-ce qu'on va dire que le bonhomme, il a été négligent et donc il doit payer? Ou alors on va dire que non, il n'a rien à payer, c'était à Purim. Alors, je vous dis exactement comment c'est marqué. Donc, on dit qu'on va devoir réfléchir. Et imaginons quelqu'un qui joue au foot, et on joue au football, il heurte la personne qui est devant lui, il lui casse ses lunettes. Pas du tout intentionnel, vous l'avez bien compris. Il est en train de jouer au ballon, et non, carton rouge bien sûr, mais est-ce qu'il doit rembourser les lunettes? C'est ça la question qu'on se pose. Alors, on dit qu'il va falloir différencier. Est-ce que l'attitude de la personne, c'est très simple, comment on va trancher maintenant? Est-ce que l'attitude de la personne était irréversible? Quand moi maintenant, je pars d'un point A, et il y a un seul chemin pour arriver à un point B, on sait où je vais arriver. Ça veut dire que les mêmes causes amènent aux mêmes conséquences. Donc, est-ce que maintenant mon attitude, elle était de toute façon risquée? Et dans ce cas-là, alors, comme je n'ai plus maîtrisé mon attitude, alors je devrais payer le Nézek. Ou alors non, comme dans un match de foot, moi, je n'ai pas cherché du tout à faire du mal. D'accord? Donc, le jeu se laissait... le match de foot pouvait amener à toutes sortes de conséquences. Et donc, je ne serais pas responsable. Donc on explique un petit peu, c'est comme une personne qui aurait donc cette histoire d'ébriété à Purim, c'est quoi? C'est qu'en réalité, si jamais on considère qu'il y a ce qu'on appelle une pshira, une négligence, comme une personne qui aurait un gros chien féroce en muselière, par exemple, et elle dit moi j'ai rien fait, c'est mon chien, mais comment tu te comportes? Donc pareil, une personne qui aurait une attitude négligente, comme le chien sans la muselière, la personne donc qui viendrait à boire de manière incontrôlée, d'accord, elle n'a pas triumvita, mais quand même, tu sais que quand tu te mets à boire, tu deviens incontrôlable, d'accord? Ça veut dire que tu aurais dû quand même faire attention à ce que tu as fait. Ça veut dire qu'en réalité, si jamais maintenant je me comporte d'une manière qui peut m'amener à être dangereux, eh ben, ça veut dire nul n'est censé ignorer la loi. Je peux pas dire maintenant, mais non, mais c'était pas moi. Non. Si tu as une attitude maintenant qui était pas du tout contrôlée, alors maintenant, comme on a dit, dans un match de foot, des lunettes qui se cassent, là le type, pas le rendre responsable. Il est pas méchant, il est en train de jouer au foot, il s'avère que le bonhomme devant lui a des lunettes et il les a cassées. On ne peut pas avoir dans ce monsieur, si on lui fait une radiographie, on ne peut pas avoir dans sa tête une intention de nuire. Donc c'est ça le Inyan de Purim. Est-ce que moi maintenant j'ai une attitude qui va mener forcément à faire un dommage? Et là c'est clair, je ne peux pas me dire j'étais dans l'emprise de l'alcool, mais ne prends pas d'alcool qui t'a forcé. Ou alors non, j'ai un comportement normal, mais ce comportement, eh ben, il peut amener des fois à des problèmes, comme dans un match de foot. Voilà, Chazak ou Barour à tous et à toutes. Que tous ces livres et Torah vous permettent cette année de vivre encore mieux Purim, mais on continuera encore pendant quelques jours à préparer Purim qui est encore dans un petit moment, mais on va vivre tout autrement cette année. Chazak ou Barour.